Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Al24 News pour cette nouvelle édition. Tout de suite, les titres de l'actualité de ce jeudi 26 janvier. Situation alarmante en Palestine après le carnage de ce matin. 9 personnes sont tombées en martyrs dans le camp de réfugiés de Jenin. Énergie, le gouvernement algérien et le Forum des pays exportateurs de gaz signent un accord permettant à l'Algérie d'abriter l'Institut de recherche sur le gaz. L'affaire du Maroc Gate continue de faire couler beaucoup d'encre. L'interdiction d'accès aux représentants marocains au Parlement européen au cœur des discussions. Et puis une situation toujours tendue au Pérou. La présidente Dina Boluarte appelle à une trêve nationale. Jenin est théâtre d'un véritable carnage commis par les forces de la horde sioniste qui ne sont pas à leur premier méfait. Et comme si les assassinats de la veille qui ont fait 2 martyrs ne suffisaient pas, les forces de l'occupation sioniste redoublent de férocité et s'attaquent ouvertement à la population désarmée du camp de Jenin. Leïla Gertal. Jamais la folie meurtrière n'a été aussi exacerbée. Rien n'arrête les forces de l'occupation sioniste. Il semblerait que le mot d'ordre a été donné. Depuis hier, la cadence est montée d'un cran, voire de plusieurs crans. 2 martyrs en moins de 4 heures de temps se sont succédés, commençant par Arif Abdel Nasser Lahlouh, un jeune Palestinien de 20 ans tué à Qalqilia, puis suivi sur la longue liste des martyrs par Amjad Abou Alia, 16 ans. Abattu de sang-froid et alors qu'il gisait dans le sol, 3 soldats lourdement blindés procédaient froidement à la fouille de ses poches, le corps dénudé ou un corps respirant ses dernières minutes. Une image d'une violence indescriptible montrant l'ignominie de l'occupant sioniste, l'armée sioniste que même le terme d'armée ne lui sied même pas tant elle bafoue toutes les règles militaires, revient ce matin à la charge. Objectif: une incursion sauvage très tôt ce matin sur Jenin, faisant 9 morts et une vingtaine de blessés, dont 4 dans un état très grave. Il s'agit d'un véritable massacre, un carnage dont seule la horde sioniste en connaît les règles. Une marche à Jenin a déjà commencé, l'agression continue et le bilan des martyrs risque de s'alourdir. Abou Roudaïna, le porte-parole de la présidence, dénonce l'agression qu'il qualifie de massacre et condamne l'exécution du jeune Arif Abdel Nasser dont le corps est toujours détenu par l'occupation sioniste. La Ligue arabe dénonce à son tour ce crime odieux alors que le ministère des Affaires étrangères palestinien vient d'appeler l'administration américaine à faire cesser les crimes sionistes contre le camp des Jenin et cette incursion sanglante. Le gouvernement sioniste d'extrême droite multiplie les agressions et excelle dans l'art de la sauvagerie meurtrière dans une ultime tentative de faire diversion sur les critiques internes qui pèsent sur lui. Un jeune Palestinien de 22 ans est tombé en martyr dans la localité d'Arram lors d'affrontements intervenus au cours d'une marche de protestation pacifique contre le massacre commis dans la ville de Jenin. Et dans un communiqué officiel, le porte-parole de l'autorité palestinienne, Nabil Abou Roudaïna, a annoncé l'arrêt de la coopération sécuritaire avec l'État sioniste après que le président Abbas ait appelé toutes les factions palestiniennes à une réunion d'urgence pour s'entendre sur une vision globale afin de faire face à l'ennemi. Et pour nous approfondir dans ce dossier avec nous ce soir, Monsieur Amjad Chihab, professeur en sciences politiques à l'université d'Al-Aqsa. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Monsieur Chihab, comment expliquez-vous cet acharnement sur Jenin? Tout à fait. C'est à chaque fois il y a une crise interne en Israël, surtout après les nouveaux gouvernements d'extrême droite et la grande ligne de réformer le système judiciaire. Il y a une division interne. À chaque fois qu'il y a une division interne, il y a une crise politique et le prix toujours c'est d'aller tuer des Palestiniens afin de donner l'impression qu'il y a un ennemi extérieur, qu'il y a une menace
et pour garder l'unité interne des Israéliens. Ce qui s'est passé aujourd'hui à Jenin, et depuis 2004, n'est pas passé de cette tension, de cette capacité, de cet ordre de tirer des balles avec des unités spéciales devant des jeunes Palestiniens qui leur manquent l'entraînement, l'armement et l'expérience. Et ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est de montrer des muscles de l'armée israélienne et de chercher à reconstruire la capacité de dissuasion contre les Palestiniens et montrer qu'ils sont capables de mettre les Palestiniens à genoux et de montrer que leur armée est très efficace pour essayer d'avoir des intérêts internes, des intérêts électoraux, surtout pour avoir de soutien de l'extrême droite, qu'ils ne sont pas faibles malgré tous les problèmes internes, surtout l'appel de la haute cour judiciaire en Israël. Justement, Monsieur Amjad Chihab, pensez-vous aujourd'hui que c'est une nouvelle stratégie de la part du nouveau gouvernement d'extrême droite pour justement faire diversion sur les critiques qui pèsent sur lui depuis quelque temps? Tout à fait. L'État sionisme, il est d'accord sur un seul dossier, justement un seul dossier, c'est garder Jérusalem comme capitale éternelle de cet État colonial et massacrer les Palestiniens et prendre leurs terres. À chaque fois qu'ils ont des obstacles, ils se unissent sur le sang et sur les massacres des Palestiniens. À chaque fois, c'est des scénarios qui se répètent. Ce qui s'est passé à Jenin, c'est déjà préparé il y a une semaine avec l'entrée de le chef de l'état-major de l'armée, le nouveau chef de l'état-major de l'armée d'Israël, et pour préparer, pour montrer qu'il est capable, qu'il est plus efficace que l'ancien chef d'état-major. Et toujours, c'est les Palestiniens qui payent le prix et sur cette stratégie, avec une nouvelle gouvernement qui entre en force par l'annexion, la destruction des maisons palestiniennes et aussi la liquidation physique de combattants qui leur manque beaucoup de choses face à des unités spéciales bien entraînées et bien couvertes par le sol et par l'air, et pour essayer de gagner même des illusions, de gagner des batailles contre Merci Amjad Chihab, professeur en sciences politiques à l'Université d'Al-Aqsa, d'avoir répondu à nos questions. Et je vous le disais en titre, le gouvernement algérien et le Forum des pays exportateurs de gaz ont signé ce jeudi un accord permettant à l'Algérie d'abriter l'Institut de recherche sur le gaz. L'accord a été signé par le directeur général par intérim du protocole au ministère algérien des Affaires étrangères, Amour Boufdji, et le secrétaire général du Forum des pays exportateurs de gaz, Mohamed Hamel. Dans un discours prononcé lors de la cérémonie de signature, le secrétaire général du ministère algérien des Affaires étrangères, Ammar Bellani, a déclaré que l'Institut travaillera à trouver des solutions technologiques efficaces et innovantes permettant de valoriser le gaz naturel dans la transition énergétique. Le secrétaire général du Forum des pays exportateurs de gaz, Mohamed Hamel, a été également reçu par le ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arqab. L'Algérie, membre fondateur du Forum des pays exportateurs de gaz, a toujours porté haut et fort le rôle du gaz naturel comme élément vital dans le développement durable. L'Algérie a l'honneur aujourd'hui d'accueillir ce centre qui va trouver des solutions technologiques efficaces et innovantes qui permettront de promouvoir l'importance du gaz naturel dans le processus de transition énergétique. Ceci est un gage de confiance et de reconnaissance envers l'Algérie et de son rôle pivot dans l'instigation du dialogue et de la cohésion entre les pays membres. C'est aussi une reconnaissance des efforts consentis pour renforcer ce forum en tant qu'organisation active sur la scène internationale. Il est probable que le gaz devienne plus important dans le futur. La demande mondiale va croître de 36% à l'horizon 2050. Sa part va augmenter au niveau du mix énergétique mondial, passant de 23% aujourd'hui à 26% en 2050.
Mohamed Hamel a par ailleurs affirmé que la crise du gaz allait persister jusqu'en 2025, voire en 2026. La crise du gaz existe. Elle est importante. Je pense qu'elle va persister en 2023, voire même jusqu'en 2025-2026. Et direction le Centre international des conférences d'Alger où a inauguré le Premier ministre algérien Ayman Ben Abdelrahman la cérémonie de célébration de la Journée internationale des douanes en compagnie de membres du gouvernement, de cadres du secteur des douanes et de cadres supérieurs de l'État. Une cérémonie avec pour thème la prise en charge de la nouvelle génération, la promotion de la culture d'échange des connaissances et la consolidation de la fierté de la profession douanière. حماية البيئة المحيط لكن فإن عصرنة قطاع جمارك الجزائرية تعد ضرورة. La modernisation du secteur des douanes algériennes est une nécessité, au vu des défis auxquels il fait face et qui imposent de se positionner au niveau des douanes internationales dans un climat économique mondial en perpétuel mouvement. À cet effet, nos efforts se sont concentrés sur la numérisation du corps et sa dotation d'un nouveau système informatique global qui participera efficacement à la facilitation du travail douanier, notamment en raccourcissant les délais et les coûts et la sécurisation des données concernant le commerce extérieur pour plus de transparence et d'efficacité pour lutter contre la corruption. Les travaux de la 9e session des consultations algéro-françaises se sont tenus hier à Alger, au moment où les relations bilatérales connaissent une progression sur la base de la déclaration d'Alger signée le 27 août dernier à l'occasion de la visite du président français Emmanuel Macron en Algérie. Mais avec quelles perspectives? Les réponses avec Imen Merad. Les travaux de la 9e session de consultation politique algéro-française se sont tenus mercredi à Alger, faisant ressortir une concordance de vues sur les voies et moyens de rehausser le niveau de la coopération entre les deux pays, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, sous la coprésidence de Amar Belani et de son homologue du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, Anne-Marie Descotes. Cette 9e session des consultations politiques, comme je le disais tantôt, intervient au moment où nos relations bilatérales connaissent une progression, une courbe ascendante très positive, sous l'impulsion résolue de nos deux présidents de la République, et leur engagement commun à inscrire les relations entre l'Algérie et la France dans une dynamique de progression irréversible. Selon le même communiqué, les travaux de cette session se sont inscrits dans un contexte particulier, marqué par la préparation de la prochaine visite en France qu'effectuera en mai prochain le président de la République Abdelmadjid Tebboune, visite qui sera précédée par la tenue dans les semaines à venir du comité mixte économique algéro-français. Des consultations politiques qui se sont appuyées, et ce, pour la première fois, sur des réunions exploratoires entre les hauts fonctionnaires des différents départements ministériels des deux parties, permettant de consolider le cadre juridique bilatéral et la conception de nouveaux mécanismes bilatéraux de coopération dans les différents domaines d'activité. Ces travaux ont abordé l'ensemble des dimensions de la relation bilatérale, en particulier la dimension humaine, avec un accent particulier sur les questions relatives à la mémoire et à la circulation des personnes qui constituent de véritables marqueurs de cette relation, indique le communiqué. La question de la mémoire au cœur de ces consultations, conformément au cap fixé par les chefs d'État des deux pays, il a été convenu de traiter la question mémorielle dans le cadre d'une lecture objective et de vérité. La partie française, de son côté, s'est engagée à ce titre à accélérer le processus de restitution des archives, a indiqué le même communiqué. Anne-Marie Descotes a pour sa part indiqué qu'une étape inédite était en cours de construction de la relation des deux pays, 5 mois après la visite officielle et d'amitié du président français à Alger et à Oran en août dernier. Au 3e jour de sa visite officielle en France, le chef d'état-major de l'armée algérienne, Saïd Chengriha, s'est rendu aux écoles militaires de Saumur, où il a été reçu par le commandant des écoles militaires, le général de brigade Emmanuel Charpy. Des formations des forces françaises lui ont rendu les honneurs militaires au niveau de l'école de cavalerie spécialisée dans la formation des cadres de l'armée blindée. L'affaire du Maroc Gate n'a pas encore livré tous ses secrets. Une trentaine d'eurodéputés appellent la présidente du Parlement à interdire l'accès aux députés marocains au sein du Parlement. Les détails avec Neila Aït Hamouda.
L'avis de tempête n'est pas près d'être levé sur le ciel marocain depuis l'éclatement du scandale Marocgate. Une trentaine d'eurodéputés se montrent déterminés à en découdre sérieusement avec Rabat, en appelant la présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, à interdire l'accès au Parlement aux diplomates marocains, le temps que l'enquête fasse la lumière sur ce scandale. Une demande discutée ce jeudi par la Commission spéciale sur l'ingérence étrangère ainsi que la Commission des affaires étrangères et la sous-commission sécurité et défense du Parlement européen. Le Parlement européen est donc tenu de réagir afin de lever les graves suspicions qui pèsent sur lui et entachent sa réputation. Il réclame la suspension de tous les travaux de partenariat avec Rabat et la mise en place d'une haute autorité de transparence. Lors d'une récente séance plénière du Parlement européen à Strasbourg, les eurodéputés appartenant aux différents groupes parlementaires se sont relayés pour prendre la parole et condamner le Maroc pour ses actions visant à corrompre l'institution législative européenne et entacher sa crédibilité. L'eurodéputé autrichien Andreas Schieder, de l'Alliance progressiste des socialistes et démocrates, a exigé d'interdire l'accès aux représentants du Maroc au Parlement européen et la révision de tous les accords conclus avec le royaume chérifien intégrant le Sahara occidental occupé. De son côté, l'eurodéputée espagnole Ana Miranda a quant à elle évoqué la question des droits de l'homme au Sahara occidental, tout en affirmant que tout refus de former des commissions d'enquête sur la torture et les violations des droits de l'homme commis par le Maroc dans ce territoire autonome rendra le Parlement européen complice de l'occupant marocain. Vous l'aurez compris, les eurodéputés veulent battre en brèche le spectre de la suspicion qui désormais pèse lourdement sur eux. Pour ce faire, ils ont tenu à adopter des résolutions plus contraignantes à l'endroit du Maroc. Cette résolution discutée ce jeudi par le Parlement européen contre Rabat, concernant également les droits de l'homme et la liberté de la presse, est inédite, n'ayant jamais eu lieu depuis un bon quart de siècle. Et le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a appelé le monde à placer tous les outils et les stratégies fondées sur les données au cœur de son approche de la consolidation de la paix et de la sécurité, particulièrement en ce qui concerne les efforts de lutte contre le terrorisme. Lors d'une réunion du Pacte mondial de la coordination contre le terrorisme de l'ONU, Guterres a justement déploré le retard des Nations Unies lorsqu'il s'agit de collecte, d'analyse et de l'utilisation stratégique des données. L'armée nigérienne a procédé ce jeudi à l'élimination de 11 terroristes et l'arrestation de 6 autres dans la région de Tillabéri, proche du Burkina Faso, un terrain longtemps théâtre d'actions sanglantes de groupes terroristes liés à Al-Qaïda et à Daesh. Les personnes détenues sans jugement dans le cadre de l'enquête sur l'explosion dévastatrice du port de Beyrouth en 2020 sont accueillies par leurs proches après que le procureur général du Liban ait ordonné leur libération. Poursuivis en justice après avoir été soumis à d'énormes pressions politiques, le juge indépendant chargé de l'enquête sur l'explosion meurtrière a assuré hier mercredi qu'il n'abandonnerait pas son investigation. Le Pentagone va très bientôt commencer à former les militaires ukrainiens. C'est ce qu'a annoncé le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison-Blanche, John Kirby, lors d'une conférence de presse. Justement, et après de longues tergiversions, les États-Unis vont livrer 31 chars Abrams à l'Ukraine. Une annonce qui intervient après que l'Allemagne ait donné son aval à l'envoi de chars Léopard 2 à l'Ukraine d'ici fin mars, au terme de plusieurs semaines d'hésitation. Direction l'Amérique latine, la présidente Dina Boluarte a appelé à une trêve nationale pour mettre fin à des semaines d'agitation. Les manifestations organisées, je vous le rappelle, pour demander le départ de la présidente et la dissolution du Parlement ont fait une quarantaine de morts, et ce depuis décembre dernier. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur nos réseaux sociaux ou en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Très bon week-end à tous.